aujourd'hui au QG de Québec 21. On est avec le chef de Québec 21, monsieur Jean-François Gosselin. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ça va très très bien, merci. Et merci d'avoir accepté bien sûr de passer à notre émission Rencontre avec les chefs du parti. Ouais, ça fait plaisir. Super. Alors Jean-François, on est dimanche le 31. Ouais. À moins 6 jours, mettons 7 jours exactement des élections. Ouais. Comment on se sent? Je me sens très bien, j'ai encore beaucoup d'énergie, puis nous, ça fait 4 ans qu'on travaille pour ça. Absolument. Donc là, il reste une semaine, et on réussit à convaincre les électeurs un à un, puis on va continuer de le faire jusqu'à la dernière minute. Beaucoup d'énergie, hein? Ah oui! Mais là, on regarde, on écoute, il y a beaucoup de thématiques qui sont débattues. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être vraiment la question de l'urne? Qu'est-ce qui peut faire décider les gens? C'est certain, c'est la mobilité, le transport. C'est le tramway, si les gens veulent aller de l'avant avec le projet de tramway ou non. C'est vraiment là-dessus qu'on se dirige. Les citoyens aiment beaucoup aussi notre proposition de geler les taxes. Donc, on se démarque de nos adversaires là-dessus aussi. Donc, nous, c'est 0% d'augmentation de taxes pour les 2 prochaines années pour donner de l'air aux gens. Pour sortir de la pandémie aussi, là, avec la relance économique post-COVID, c'est très important pour nous de donner de l'oxygène aux citoyens, mais aussi aux commerçants. Vous êtes chef de l'opposition officielle depuis quelques années. On s'attend quand même à ce que vous maîtrisiez un peu plus les dossiers. Donc, pour revenir au sondage, vous n'êtes pas exactement là où vous auriez voulu peut-être être. Selon vous, quelle est la raison et comment vous comptez faire pour équilibrer cette balance-là? Nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est gagner le 7 novembre au soir. Puis, ça fait 4 ans, vous l'avez bien dit, là, je connais mes dossiers. Ça fait 4 ans. Comme chef de l'opposition officielle, c'est un travail qui est ingrat parce que à chaque fois qu'on fait des propositions, depuis 4 ans, on se faisait dire par l'administration sortante que c'était pas des bonnes idées. Je me suis fait traiter de tous les noms. Et là, quelques mois après, on reprenait mes idées, puis eux les mettaient à leur sauce, puis en prenaient le crédit. Mais l'opposition, que voulez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça m'a permis surtout d'apprendre, de bien connaître l'administration municipale et de monter mon équipe, de former mon équipe. Donc, nous, contrairement à certains de nos adversaires, là, on va être prêt à diriger la ville dès le jour 1 parce que ça prend quand même une bonne année, 2 ans là, avant de bien connaître les rouages de l'appareil municipal. On aimerait savoir quelles sont vraiment les villes, les districts que vous visez vraiment. Quels sont les plus importants que vous aimeriez gagner? On vise les 21 districts, certains, et la mairie. Mais encore, il y a quand même quelques préférences. Mais non, il n'y en a pas. C'est une élection qui est très, très, très importante. Puis, non seulement pour la mobilité, pour la question de l'urne qui sera qu'il faut bloquer le tramway, il faut absolument bloquer ce projet-là pour l'avenir de notre ville, de notre belle ville. Mais aussi, c'est la façon qu'on a monté notre équipe, c'est que nos candidats, nos candidates connaissent tous très bien les enjeux du district. Parce que au municipal, là, les services de proximité, c'est très important pour les citoyens, c'est ce qui les touche au quotidien. Donc, nous, tous nos candidats, nos candidates connaissent très bien les enjeux qui sont différents. Si vous êtes dans Montcalm, Saint-Sacrement, par exemple, ou si vous êtes dans le nord de Charlesbourg ou dans Sainte-Foy, ce sont des enjeux qui sont très différents. Donc, pour nous, c'était important de monter l'équipe autour de ça pour pouvoir représenter les citoyens puis s'assurer que tous les projets qu'on fait, tous les investissements qu'on fait aussi répondent aux besoins des citoyens. Madame Savard, aujourd'hui, elle est en avance. Vous êtes un tout petit peu en équilibre avec M. Marchand. Et on se demande, pour parler de la mobilité, qui devrait, selon vous, comme vous venez de le dire, être le centre, bien sûr, et devrait jouer un rôle important pour voter. On sait que vous êtes complètement défavorable au tramway et que vous proposez le VALS, qui est bien sûr un métro. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu les grandes lignes de ce VALS-là et quels sont les coûts y afférents? Pour remettre tout ça en contexte, c'est que lorsque il y a eu l'élection en 2017, il y avait un projet de métro qui était, un projet de tramway qui était sur la table en 2017, qui était poussé par Démocratie Québec. Et là, le maire à l'époque, lui et tout, Mme Savard aussi, avait dit qu'il était contre le tramway. Donc, pas longtemps après, en mars 2018, là, ils sont arrivés avec un méga projet de tramway qui a perdu un paquet de plumes. Là. Il y avait un trambus que d'ailleurs, nous, on a ramené dans notre projet, j'y arrive. Mais bref, nous, on a fait nos devoirs. On a pris le temps de regarder vraiment les besoins, de faire des analyses comparatives aussi. On a regardé le tramway. Ça avait été un bon projet pour Québec. On l'aurait appuyé. Soutenu, oui. Mais ce n'est pas un bon projet pour Québec. Même le Bureau d'audience publique en environnement n'a pas recommandé le tramway comme mode et a même dit
de regarder le métro léger, ça, le BAP a dit ça. Ils ont remis leur rapport en novembre dernier, novembre 2020. Okay. Donc, le BAP nous a donné raison sur toute la ligne. Nous, on voulait proposer une solution alternative, écologique aussi. Donc, contrairement au tramway, on n'aura pas besoin d'abattre des milliers d'arbres, des boisés, détruire, parce qu'un tramway en milieu urbain, ça détruit la trame urbaine. Donc, il y a beaucoup de coûts aussi qui sont associés à simplement déplacer des infrastructures, la fameuse dalle de béton qui va traverser la ville, qui va diviser les quartiers, avec les fils électriques partout. Donc, nous, on voulait autre chose. Et on s'est tourné vers le métro léger pour la section 13,5 km là, qui est plus d'est en ouest là, pour venir relier la colline parlementaire et le secteur ouest de Sainte-Foy. Par la suite, on vient se connecter avec un trambus électrique. Le trambus qui était dans le projet initialement de tramway, mais qui a été enlevé pour... On le ramène parce que c'est le bon mode là, pour ce secteur-là qui vient relier d'Estimauville à l'est. Et aussi, on va faire un redéploiement sur tout le territoire dans les 6 arrondissements d'autobus électriques. Donc, on est tourné vers l'avenir. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on va consulter les citoyens. On va faire ce projet-là ensemble. On va faire des choix ensemble. Et pour les coûts, des projets similaires de métro léger ailleurs dans le monde là, se font entre 150 et 175 millions du kilomètre. Des villes similaires. Et là, ici, on aura combien de kilomètres? À 13,5 km. Donc, on est dans... On respecte le budget. Le tramway qui est de 3,3 milliards de dollars. Nous, on est en bas de ça, donc on a une marge de manœuvre. Absolument. Le tramway, présentement, avec les 600 millions qui ont été annoncés la semaine dernière, on est rendu à 205 millions du kilomètre pour le tramway. Ça va être astronomique, ça va être le tramway le plus cher au monde, là, si jamais on s'en va dans cette direction-là. Juste une petite parenthèse comme ça, seriez-vous peut-être surpris si jamais, une fois que, si c'est pas vous qui gagnez, que ce métro léger apparaisse? Vous voulez dire... peut-être qu'il ait pris votre projet, peut-être repris. Mes adversaires? Oui. Non, mes adversaires, eux, ont déjà dit publiquement qu'ils étaient pour le tramway et ils étaient contre notre projet. Donc moi, ça m'aurait fait plaisir qu'un autre adversaire se rallie à moi. Oui, j'ai vu votre appel de pied à M. Marchand qui n'a pas... Il voulait sauver des arbres nature à tout prix. J'ai dit, venez appuyer notre projet parce que nous, c'est ça qu'on fait. Mais non, il y a le seul parti politique, la seule formation politique qui va bloquer, qui va bloquer, oui, c'est votre leitmotiv, bloquer le tramway. Exact. Est-ce que vous avez considéré l'impact environnemental? Vous parlez de le tramway va faire qu'on coupe les arbres, qu'on fait ci. Cependant, en creusant l'excavation... Le tramway a un impact considérable en passant. Ça va prendre tous les gaz à effet de serre qui vont être générés pendant la construction du tramway. Ça va prendre, selon les études de la Ville de Québec, 8 années avant de pouvoir rattraper puis revenir au niveau zéro. Là. Nous, on travaille avec un tunnelier pour le tunnel, donc en souterrain, c'est électrique aussi. Donc, oui, il va y avoir des GES, là, mais on parle d'environ 20 là, par rapport à tout ce que le tramway va générer. On sait que l'environnement très souvent est relégué au dernier sujet, au dernier point de discussion. Pourtant, on sait qu'actuellement, c'est vraiment au cœur de nos vies. Et on a pu voir plusieurs manifestations en ce qui concerne l'environnement. J'aimerais savoir quelle est votre stratégie environnementale pour augmenter la réduction du GES. Parce que le GES de Québec est à 0,6, qui est très bas actuellement. Oui, ça, c'est... Ça, lorsque l'administration sortante a présenté son nouveau plan de développement durable, il nous a annoncé qu'il voulait réduire les GES de 45 alors qu'ils dans les 10 prochaines années, alors qu'ils les avaient réduits seulement de 0,6 dans les 10 dernières. Ça nous a fait sourire un peu, mais nous, on est vraiment dans les solutions concrètes. Okay. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme administration? Et c'est un sujet dont on parle énormément, mais j'en parle beaucoup à la maison aussi. Je suis père de 5 enfants, puis c'était important pour moi d'arriver avec des solutions concrètes. Et je vous résume là, 5 principales annonces, engagements qu'on a fait. Là. Donc, je suis père de 5 enfants, puis j'annonce 5 mesures concrètes. On va mettre en place une table de concertation avec des experts. Puis eux, leur premier rôle va être de faire un bilan actuel de ce qui se passe à la Ville de Québec. Puis après ça, ils vont faire des suivis sur les actions qui vont être mises en place. Aussi, on va interdire certains pesticides. Ça, à la Ville de Laval, par exemple, ils ont déjà un règlement par rapport à ça qui est assez simple, qui est bien communiqué parce que c'est la clé aussi. On va donner l'exemple lorsqu'on va renouveler notre flotte de véhicules, y aller avec des véhicules hybrides, des véhicules électriques aussi,
Donc, tout en respectant évidemment la capacité de payer des citoyens. La protection des boisés, la protection des arbres, des milieux naturels aussi. Ça, c'est une autre chose qu'on ne parle pas toujours, mais le tramway va détruire un milieu naturel dans le secteur Legendre-Chaudière avec leur immense garage de 6 terrains de football. Donc, nous, on n'a pas à faire cela. On va pouvoir protéger les milieux humides. Et l'autre engagement que j'aime particulièrement, c'est que moi, je suis un grand buveur d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Okay? Et j'aime, évidemment, je trouve que l'eau de la Ville de Québec goûte bonne. Elle est bonne, l'eau. Donc, on va installer encore plus d'abreuvoirs, de fontaines, et on va inclure ça dans une application avec les toilettes aussi, là, pour que les gens sachent où en ville ils peuvent aller remplir leur bouteille d'eau, où ils peuvent aller utiliser les toilettes aussi. Donc, sur une application. Donc, les gens, de plus en plus, on veut s'en aller vers, on se promène avec sa bouteille qu'on peut réutiliser, et là, quand elle est vide, bien, on sait où on est et où on peut aller remplir notre bouteille avec de la bonne eau froide. Donc, s'en aller vers ça. Donc, pour nous, c'est une mesure environnementale, mais j'aurais pu vous parler aussi de la protection du lac Saint-Charles, qui fournit l'eau à 300 000 citoyens de l'agglomération de Québec. Ça, faut vraiment... La Ville a fait des bonnes choses dans les dernières années par rapport à ça, mais ça, il faut vraiment continuer de s'y attaquer pour protéger cette source d'eau-là, qui est irremplaçable. Comme vous le savez, vous êtes sur le média de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble Canada et Diaspora Interaction. Et il serait injustifiable que je ne puisse pas attaquer de front le problème du vivre ensemble, de l'inclusion ici à Québec. Et les récents événements, à savoir la tuerie de la mosquée, la tuerie de Halloween, du vandalisme sur les fresques, plusieurs actions assez haineuses. Et d'ailleurs, CBC compte Québec comme étant, je pense, la troisième ville où il y a des actes les plus haineux. Et on se demandait, d'abord, est-ce que vous croyez au racisme systémique? Moi, je vous dirais que tout ce qui est raciste, c'est tolérance zéro. Et que ce soit par des paroles, que ce soit par des gestes, que ce soit par des attitudes. Je vais aussi loin que ça, c'est tolérance zéro. Puis, évidemment, moi, je suis né ici à Québec, à Limoilou. J'ai été étudié à l'extérieur, j'ai étudié aux États-Unis, donc j'ai pu voir aussi des différences de culture. Mais moi, le fait d'être né ici à Québec et de voir des gens qui sont nés ailleurs dans le monde décider de venir s'installer à Québec. Certains le font avant d'avoir une famille. Certains le font, ils ont déjà une famille. Ça, je pense à mon bon ami Ibrahima, j'ai toujours lui en tête. Là, que lui, imaginez, c'est pas rien. Hein, puis je ne connais pas votre histoire à vous personnelle, mais décider d'aller vivre ailleurs, en plus à Québec, on le sait, avec les hivers, hein, dans certains moins cas, 45, moins 50. C'est une autre culture. Moi, je l'ai vécu quand j'ai été pas très loin aux États-Unis, dans l'État de New York. J'ai vécu 4 années là-bas, plus une autre année dans le sud des États-Unis. C'est difficile, c'est un déracinement total qu'on vit, mais là, de le faire en plus avec sa famille, pour moi, là, ça me rend extrêmement fier de savoir que des gens décident de venir vivre ici, puis veulent venir fonder leur famille ou élever leur famille, puis ça, là, il faut toujours que ça reste comme ça à Québec. Les gens de Québec sont des gens accueillants aussi. En plus, les immigrants qui arrivent ici nous apportent tellement de choses. C'est une valeur ajoutée. On a besoin de monde. C'est une diversité. Mais je vous le dis, pour moi, c'est une fierté. À chaque fois, puis tout le monde a son histoire. J'aime ça quand les immigrants me racontent leur histoire. Là, ce qu'il faut améliorer, par exemple, c'est encore trop difficile. C'est des histoires d'horreur. Moi-même, j'ai engagé des immigrants. C'est des histoires, là, c'est compliqué, c'est bureaucratique. Puis en plus, si on parle de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, volet économique, on a besoin de gens, c'est urgent, on le savait déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais là. Donc, on ne peut plus se permettre de se passer de personne. Puis en passant, oui, les immigrants qui arrivent, qui parlent déjà français, tant mieux. Mais sinon, ça s'en prend le français. Et notre rôle à nous, c'est évidemment d'aider avec l'accompagnement, d'aider avec l'intégration, et que les gens se sentent bien rapidement pour qu'ils restent, pour faire de la rétention. Mais ça va commencer bien.
mais on est capable d'aller encore beaucoup plus loin. Puis moi, j'ai été président du conseil d'administration du Centre Monseigneur Marcoux dans Limoilou. Ça, c'était devenu une de nos spécialités, d'aider à l'intégration des immigrants. Donc vous avez sûrement une stratégie pour lutter contre toutes ces discriminations et faciliter bien sûr le vivre ensemble dans la si vous êtes maire. Exact, mais ça prend du leadership, puis ça prend une ligne qui c'est tolérance zéro. Ça prend un discours positif aussi, toujours un discours positif. Puis c'est le rôle, ça commence par donner l'exemple aussi, le rôle du maire en étant respectueux envers les citoyens, peu importe d'où les gens Est-ce qu'il y aurait peut-être des règlements que vous mettriez en place pour s'assurer que tout ça soit suivi? Je ne vois pas exactement comment la Ville de Québec pourrait commencer à faire des règlements, mais peut-être plus, je pense que notre rôle est plus avec le communautaire aussi. On a décidé qu'on allait bonifier de 10 millions de dollars les budgets de fonctionnement pour les organismes communautaires qui sont... Si je pense par exemple au centre multiethnique dans Saint-Roch, que j'ai été visiter à quelques occasions, je les connais bien. C'est des organismes comme ça qu'il faut être là pour les supporter, puis parce que c'est eux qui font vraiment le travail. Notre rôle est là vraiment de les supporter, puis d'avoir toujours un discours positif, puis de continuer évidemment à faire des représentations pour faciliter le processus. Surtout, par exemple, à l'Université Laval, on a une belle université, des étudiants qui viennent étudier à l'Université Laval, puis qui après ça voudraient rester ici, bien, il faut réussir à les garder. Alors, quelle est votre politique si vous étiez maire en ce qui concerne les logements? Parce qu'il y a une grande pénurie des logements, et ça touche beaucoup plus les personnes issues de la diversité, les personnes issues des minorités. Et quand on parle de pénurie, on ne peut pas ne pas parler de la pénurie des garderies. Aujourd'hui, je peux vous en citer au moins 100 jeunes, 100 familles qui souffrent de ça parce qu'ils n'ont pas, ou ils sont obligés de ne pas travailler parce qu'il faut rester avec les enfants. Quelle serait votre stratégie? Avez-vous pensé à ça dans votre stratégie? Pour les logements, c'est certain qu'on a fait une belle annonce. On a dit que nous, pour les 10 prochaines années, on voulait ajouter 6 000 logements sociaux abordables. Donc, on veut travailler avec le provincial et le fédéral. Il y a des sommes qui ont été rendues disponibles, donc il faut aller chercher cet argent-là. Il y a des besoins, comme vous l'avez dit. C'est important aussi de bien les connaître, les besoins, ou sur le territoire, mais exactement qu'est-ce que ça prend. Est-ce que c'est des 1,5, des 2,5, des 3,5, des 4,5 ou des 5,5? Ça, c'est bien important. Et moi, depuis 4 ans, à chaque fois que je posais ce genre de questions-là, j'essayais d'avoir l'information. On n'était pas capable de me répondre du côté de l'administration municipale. Je trouve ça assez spécial. Ça commence toujours par une bonne étude de besoins pour pouvoir, après ça, trouver des solutions. On a annoncé aussi à la place de la future ancienne centrale de police dans le parc Victoria, on aurait un projet de logements sociaux. Logements sociaux. Exact, donc, parce que c'est près de tout, transport en commun, c'est près des services aussi, du magnifique parc Victoria aussi, donc c'est un plus. Pour ce qui est des garderies, c'est certain que les garderies, le nombre de places en garderie, c'est une compétence provinciale. Absolument. Nous, notre rôle au municipal, puis moi je l'ai fait comme conseiller municipal dans les 4 dernières années, à chaque fois qu'il y avait des projets de nouvelles garderies qui nous étaient présentés, nous on travaillait pour s'assurer que le projet respectait le zonage ou si on avait une modification de réglementation à faire, puis le volet sécuritaire aussi, là, avec la circulation autour de la garderie. Donc, nous, on a toujours travaillé en ce sens-là. Par exemple, le RTC a décidé, il y a peut-être 2 ans, de déplacer un arrêt d'autobus directement en face d'une garderie. Donc, nous, on a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis, malheureusement, ils n'ont pas accepté de le changer, mais on pourra s'en occuper le lendemain du 7 novembre pour changer ce genre de choses-là, pour pouvoir, évidemment, aider ceux qui opèrent déjà des garderies, puis aussi d'en créer d'autres, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et là, nous, notre rôle, c'est d'accompagner pour que les projets voient le jour le plus rapidement possible. Permettez-moi, comptez-vous financer le métro? Le gouvernement du Québec a annoncé dans sa vision en mai dernier, un peu sa vision de la mobilité sur le territoire. Il y avait 4 projets, en fond, qui ont annoncé. Il y avait une portion à Lévis, il y avait le tunnel Québec-Lévis, il y avait la desserte des banlieues aussi qu'ils ont repris à leur charge. Et il y avait aussi la portion colonne vertébrale, tramway, que nous, on vient remplacer par un métro léger et un trambus. Donc, on s'intègre dans leur vision à eux. Nous, la première étape, évidemment, c'est de bloquer le tramway et c'est de faire des consultations, de bâtir un projet avec les citoyens pour, après ça, retourner voir le gouvernement provincial pour négocier une nouvelle entente.
Le provincial qui d'ailleurs, selon les dernières nouvelles, compte revoir ce financement en ce qui concerne le tramway. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ben, c'est certain qu'avec ce qu'on a appris la semaine dernière, avec l'explosion des coûts de 600 millions de dollars, c'est majeur. Et ce qui est dommage, c'est ça a pris du coulage dans les médias, là, pratiquement, d'une source gouvernementale pour qu'on le sache, pour que les citoyens le sachent. Là. Ça, c'est un gros manque de transparence de la part de Mme Savard là-dessus. Alors, deux derniers points. La taxation. Oui. Quel est votre plan là-dessus? Ouais, là-dessus, la taxation, j'ai dit, je suis allergique aux taxes. Les gens de Québec paient déjà beaucoup de taxes, autant les citoyens, mais aussi les commerçants. Des études qui le démontrent aussi, là, que Québec, par rapport aux commerçants, est la deuxième ville qui taxe le plus au Canada, après Montréal. Donc, nous, c'est gel de taxes pour les 2 premières années, autant pour les citoyens que pour les commerçants. Et c'est important pour nous, donc on se démarque de nos adversaires là-dessus. On l'a chiffré aussi, on s'est engagé à ça là, il y a déjà plus de 6 mois. Ça ne fait pas un manque à gagner? Non, parce que la Ville de Québec a dégagé des surplus dans la dernière année, en fait 122 millions de dollars en 2020, et avait dégagé 237,5 millions de surplus dans les 4 dernières années. Okay. Donc, les citoyens et les commerçants ont été trop taxés, ont été surtaxés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va geler les taxes pour que les gens gardent l'argent dans leur poche et décident quoi faire avec. Quel est le pôle de votre électorat depuis que vous faites des porte-à-porte? Je vous dirais que nos électeurs, ceux qui nous appuient, sont vraiment motivés. Okay. Vraiment motivés d'aller voter. Moi, ce que je constate, ma 5e élection là, comme candidat, si je compte les élections provinciales et municipales, c'est la première fois que je vois ça. C'est ceux qui votent pour nous, ils nous appuient, mais en plus, ils nous disent « Inquiète-toi pas, je vais aller voter, mais je convainc du monde autour de moi. » J'ai réussi à convaincre 1, 2, 3, 10 personnes. C'est ça qu'on entend beaucoup depuis le débat qui a été télévisé, mais aussi depuis jeudi dernier où on a appris que le tramway, les coûts explosaient de 600 millions de dollars. Donc les gens disent qu'il faut bloquer ce projet-là, ça n'a pas de bon sens, c'est notre seule chance le 7 novembre. Donc j'entends beaucoup ça. Vous n'êtes donc pas inquiet par l'avance de Mme Savard de nier l'équilibre? Non, mais c'est une lutte serrée. Donc, il faut travailler jusqu'à la fin. Il faut que les gens aillent voter. Il faut que nos sympathisants continuent de convaincre les gens autour d'eux pour aller voter et se déplacer le 7 novembre. Donc, nous, on va travailler jusqu'à la fin pour dire aux gens, il y a encore des indécis, donc allez voir les indécis, les convaincre, leur expliquer. Puis on réussit à les convaincre à un. C'est beaucoup de travail. Donc, je le fais, mais mes candidats, mes candidates le font. Les bénévoles le font aussi. Donc, c'est la roue là, qui tourne toute la semaine. Et si demain, vous n'êtes pas maire, est-ce que vous restez en politique? Ça, c'est une question hypothétique, parce que je serai maire dans une semaine. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui doutent encore, l'électorat, que ce soit ceux qui sont pour vous ou qui ne sont pas pour vous? Vous pouvez regarder la caméra et leur adresser votre message. Allez voter, c'est très important de le faire. C'est le vote le plus important de l'histoire de notre belle ville. Nous allons décider ensemble de la mobilité sur le territoire, par exemple, pour les 25, 50, 100 prochaines années. Donc, prenez le temps de vous informer, puis allez voter, faites le bon choix pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, mais aussi pour toutes les générations futures qui vont nous juger à la décision qu'on va prendre dimanche prochain, puis allez voter avec le sourire. Là. On est chanceux de vivre en démocratie, puis d'aller voter, puis de choisir les élus qui vont nous représenter. Donc, moi, je dis aux gens, allez voter. C'est très important de le faire. Puis, assurez-vous que votre famille va voter aussi. Là. Faites le bon choix. Alors, chers téléspectateurs, voilà, vous venez d'écouter le chef du parti Québec 21, M. Jean-François Gosselin. Nous osons espérer qu'à travers cette émission, cette entrevue, vous avez eu toutes les informations qui étaient requises, toutes les informations qui vous permettront de prendre la bonne décision, la vraie décision, l'ultime décision, et que lorsque vous prendrez votre bulletin, le nom que vous allez écrire dessus, ou alors le nom que vous choisirez sera le nom qui défendra vraiment vos valeurs, qui défendra bien sûr votre espoir et la vie de vos familles et de vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt avec un autre candidat. C'était Florent Lialé. Bye bye.